voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yvon Rocabois, professeur d'économie à l'Université de Rennes et spécialiste de l'économie du sport. Bonjour Yvon. Bonjour Félix. Alors pour les auditrices et les auditeurs, cette émission est un peu particulière parce qu'on va parler quand même de sport, d'économie bien sûr, mais de sport et en particulier d'un sport que Yvon et moi-même avons pratiqué quelque peu, qui concerne le football. Et le football aujourd'hui dans la société, c'est quand même quelque chose d'important. Alors Yvon, avant d'aller aux choses vraiment sérieuses, quoique sur le chemin, il peut y en avoir aussi, enfance en Bretagne, ailleurs, collège, lycée. Oui. Comment les choses se sont faites pour toi? Écoute, moi, bonjour Jean-Louis, je suis né à Saint-Brieuc et mes parents étaient des artisans dans un petit village à côté de Saint-Brieuc qui s'appelle Plémy. Et j'ai fait mon école primaire dans une petite école à Plémy. Et ensuite, alors j'ai eu la chance de bien travailler à l'école. Et mon instituteur de l'époque dit à mes parents peut-être que il faudrait l'envoyer dans une école où peut peut-être développer cette compétence. Et donc, mes parents, en accord avec cet instituteur, là, m'ont dit, pourquoi pas aller au Cordelier à Dinan. Dinan, c'était 70 kilomètres. En internat, alors? En internat, absolument. Donc, je me suis retrouvé à 11 ans à 10 ans et demi, ouais, 11 ans. Loin de chez moi. On rentrait pas tous les week-ends. Parfois, c'était toutes les 2 semaines, même 3 semaines. Et puis on terminait l'école, c'était le samedi midi, on prenait le bus, je prenais le bus pour aller jusqu'à Lamballe, on prenait une petite heure, ensuite mon père ou ma mère venaient me chercher à Lamballe, et puis on rentrait sur Plémy, encore une demi-heure, et donc on arrivait à Plémy au milieu d'après-midi, il fallait préparer le foot du dimanche. Et ensuite rentrer à nouveau sur Dinan le dimanche fin d'après-midi, donc les week-ends étaient très courts. Et ça a duré jusqu'à la terminale. Mais c'était vraiment une époque, quand j'y pense, c'est avec une certaine nostalgie. Oui, alors moi j'ai connu ça plus tard que toi, mais j'ai gardé des souvenirs extraordinaires de ça, parce que peut-être que c'était plus difficile dans ton cas, mais moi... Quand les cours étaient finis à l'internat, on allait jouer au foot dans la cour et jusqu'au repas. Enfin, ou alors on faisait les devoirs avant et on jouait après, ou on jouait même après le repas le soir. Je ne sais pas si tu as connu la même chose. Exactement la même chose. On jouait au foot tout le temps. Dès qu'il y avait une petite pause, la pause du midi, c'était le foot. Le soir, après les cours, fin d'après-midi, c'était le foot. On avait à l'époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais on avait 5 heures de sport par semaine. Il y avait 3 heures, alors on avait la chance, moi j'avais la chance de faire partie de l'équipe de l'école. On avait d'ailleurs été champion de France 2 fois. Et par conséquent, pendant ces heures de gym, c'était aussi du foot. Donc c'était du foot tout le temps. Donc il y a un lien quand même peut-être qu'on va retrouver par la suite dans des études économiques qui concernent en particulier le football. Pas seulement, mais en particulier le football. Après ça, donc ça a été une entrée à l'université dans vraiment l'optique d'aller en économie déjà ? Ou c'est une découverte aussi plus tardive ? Ouais, c'est une découverte. Oui, j'avais pas vraiment d'objectif. Mes parents étaient artisans, n'avaient pas eu d'éducation supérieure en tout cas. Donc
il n'y avait pas de pression de leur part. C'était un peu fais ce que tu peux ou fais ce que tu veux, choisis. Et je me souviens, c'était une discussion avec un camarade de terminale qui m'avait dit écoute, parce que j'avais fait un bac scientifique, bac C à l'époque, les maths, c'est bien, mais peut-être que c'est peut-être un peu trop technique ou un peu spécifique. Moi, j'ai vu, c'est ce qu'il me disait, j'ai vu qu'en économie, on pouvait faire des maths, mais aussi parler d'autre chose. Parler de comportement, de consommation, de production, de marché, tout en utilisant le bagage technique. Ça me plairait bien. Et moi, je dis, bah, tiens, pourquoi pas, au fond, parce qu'on partageait un peu les mêmes idées. Les maths, très bien, mais on aimait le foot, on aimait parler de plein d'autres choses. Donc pouvoir composer à la fois cet aspect technique et autre chose, je trouvais ça assez séduisant. Et puis effectivement, en première année, deuxième année, troisième année, on a fait ça ensemble et puis ça m'a plu. Voilà, et donc tu as trouvé ton bonheur. Exactement. Mais donc les études à l'université étaient déjà à Rennes ou ailleurs? À Rennes. À Rennes. Ouais. En fait, j'ai fait toutes mes études à Rennes. Et puis, au terme de mon doctorat... Donc un DEA, une thèse. Ensuite, le concours de maître de conf que j'ai obtenu et j'ai été affecté à Rennes. Ensuite, l'agrégation, parce qu'à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait une agrégation du supérieur pour obtenir le poste de professeur. Et l'agrégation, c'est un classement, c'est un concours national, et il y a un classement. Et en fonction du classement, on choisit l'université dans laquelle on souhaite travailler. J'ai eu la chance d'être bien classé. J'ai eu le choix, il y avait un poste à Rennes. J'ai eu le choix de venir à Rennes. J'ai choisi de venir à Rennes. Voilà, donc formé en Bretagne. Et puis, ma foi, effectivement, très attaché à la région. Et j'ai souhaité rester en Bretagne tout le temps, en fait. Avec des parenthèses, parce j'ai travaillé aussi en Australie. Oui, alors il y a eu effectivement des écarts géographiques, disons. Oui. Mais il y en a un qui est récent, d'ailleurs, qui m'a quelque part interpellé aussi. C'est les coopérations que tu as et que dans l'équipe vous avez avec des pays lointains, disons, dont l'un qui est le Vietnam, je crois. Mais il y a aussi la Chine. Mais le Vietnam, alors, par exemple, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs pourquoi un économiste peut travailler avec des alter-ego d'un pays aussi lointain. Et aussi différent, je suppose, dans son organisation économique, justement. Oui, exactement. Oui, alors, on en a parlé, Jean-Louis, tu as eu exactement le même type d'expérience. C'est souvent, au départ, des relations interpersonnelles. Et ce qui s'est passé avec le Vietnam, c'est ça. C'est une étudiante vietnamienne qui est venue se former à Rennes, qui a obtenu un doctorat, qui est rentrée ensuite au Vietnam, qui a pris des responsabilités là-bas, et puis qui, à un moment, nous a contactés pour nous dire, écoutez, je souhaite monter un programme en économie, je souhaite que ce programme soit un programme international, est-ce que vous voulez m'aider ? Et en général, dans la mesure où, en plus, c'était des amis, une amie là en l'occurrence, on dit ok, on va faire ça, sans trop savoir où on s'embarque, avec quel type de collègues là-bas, quel type d'étudiants, quel niveau, etc. Mais on monte à bord, et puis on voit. Et là, il se trouve que cette aventure qui a commencé il y a une quinzaine d'années, elle dure encore aujourd'hui, et je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, parce que c'est un programme de qualité qui est fréquenté par des étudiants de qualité. Alors je parle d'un programme AUE et qui ensuite, parce que c'est des programmes qui sont connus au niveau du pays, font des petits, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à partir de cette relation qu'on a nouée avec l'université d'UE, il y a des universités à Ho Chi Minh, à Hanoï, qui nous ont contactés pour nous dire écoutez, est-ce que vous voulez pas travailler avec nous aussi, monter un programme, peut-être pas le même, un peu différent. Mais venez voir ce qu'on fait chez nous. Et voilà, donc du coup, on a monté ce programme à UE, ensuite un programme à Ho Chi Minh, et puis depuis cette année, on a un programme à Hanoï.
Donc ce sont des programmes qui sont avec des tutelles universitaires des deux côtés, qui sont soutenus aussi peut-être par le ministère des Affaires étrangères, ou je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs aujourd'hui, ce ministère. Ouais, exactement. Oui, exactement. Par exemple, le programme qu'on a ouvert cette année, qui est avec c'est une université mais qui s'appelle APD, Academy for Policies and Development. C'est une université qui est associée au ministère du Plan vietnamien. Donc les étudiants sont en fait des fonctionnaires du plan qui souhaitent développer leur culture économique, notamment en termes techniques, c'est-à-dire obtenir des outils pour ensuite pouvoir planifier, parce que le Vietnam, c'est la planification. Et donc, ils souhaitaient former leurs jeunes fonctionnaires qui travaillaient au plan, et qui puissent s'approprier des outils qui leur permettent notamment, par exemple, d'évaluer l'impact des politiques publiques, ou de développer des modèles de simulation, de développement, de croissance, ce genre de choses. Parce que la question de Félix, c'était aussi sur la différence entre les deux systèmes, et donc en même temps peut-être avoir quelques indications de ce qui se passe là-bas, par exemple. Oui, éventuellement, oui. Oui. Alors, Vietnam, c'est un pays intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est une économie de marché. Oui. Elle n'est pas différente, cette économie, de n'importe quelle économie européenne. Il y a des producteurs, il y a des consommateurs, il y a des marchés, il y a des prix qui fluctuent. C'est une économie de marché. Et pourtant, c'est un pays communiste, donc il y a une volonté de planification. Donc il y a parfois des tensions entre la planification et puis le marché. Alors évidemment, ils ont bien compris quand même que le marché avait de bonnes propriétés en matière de développement économique. Donc toute la question aujourd'hui, c'est comment maintenir, disons, cette idée de planification et puis de marché. C'est-à-dire la liberté d'entreprendre, de consommer, de produire, mais aussi la volonté de conserver tout cet ensemble-là dans quelque chose d'un peu planifié. Donc c'est toutes les difficultés qu'ont ces pays-là aujourd'hui. La Chine est un peu dans la même, disons, même problème, en fait. Et donc, bon... Est-ce que c'est un pays qui garde aussi un esprit de liberté, parce que la tendance que l'on voit en Chine est quand même plus dure aujourd'hui que celle qu'on a pu connaître il y a 10 ans ou 20 ans. Et donc, au Vietnam, quel est l'état des lieux à ce niveau-là ? Non, c'est totalement différent. Totalement différent. Alors, est-ce qu'ils sont en retard par rapport aux Chinois ? J'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, vous entrez dans le pays librement, vous en sortez librement. Lorsque vous êtes là-bas, il y a aucun problème de liberté de circuler. Non, c'est franchement, de ce point de vue-là, totalement différent. C'est un pays très agréable à visiter. L'accueil est remarquable. La nourriture est fantastique. Enfin, ça, c'est ça un compte. détail. Mais non, c'est franchement... on sent pas le poids de l'État, espèce de flicage, par exemple, pour prendre un terme un peu... Non, il y a pas du tout ce sentiment-là au Vietnam. C'est quelque chose de réconfortant d'entendre Yvon nous dire cela. Mais Jean-Louis, toi, en Chine, tu sens ce flicage permanent ? Oui, la situation est devenue, avec les nouvelles technologies en particulier, beaucoup plus pesante. Avec la possibilité de reconnaître les visages partout, dans les rues, oui, on n'a pas ça. Dans les restaurants, et donc, oui, j'espère que ce que tu nous dis sera encore vrai dans 10 ans et dans 20 ans. Mais ce qui est extraordinaire, ce qu'il faut retenir des propos d'Yvon, parce que c'est aussi des choses que j'ai vécues de mon côté, c'est ce lien qui se crée avec les étudiants étrangers
et qui peut se prolonger et construire autre chose dans le temps, et des fois des choses formidables. Je crois que l'expérience d'Yvon, elle est très semblable à la mienne, et ça, quelque part, c'est quand même réjouissant pour l'humanité, je dirais, de manière générale. On s'est dit ça d'ailleurs, Jean-Louis, à plusieurs reprises, quand on a reçu des personnes qui, comme toi, collaborent avec que ce soit avec la Chine, avec la Russie, avec certains pays d'Amérique latine. On a quand même eu l'impression d'un tissage pacifique. Absolument. Qui est peut-être moins visible que les affrontements qu'on peut voir partout, mais qui existent. Ce sont des liens d'amitié qu'on peut voir entre Français et Russes, entre Américains et Chinois, etc. Je trouve que c'est réconfortant, ça, pour notre... Oui, puis la différence entre la gestion des pays, l'aspect politique des pays, et puis l'aspect humanitaire. Quand je voyais des catastrophes d'inondation en Chine, par exemple, je voyais une maman qui cherchait son enfant, ça aurait pu être en France. C'était exactement la même émotion, exactement le côté terrible des choses. Donc il faut toujours garder en tête, je crois, et ce que dit Yvon là va dans ce sens-là justement, le fait que nous avons des relations avec les autres qui sont belles et que quelque part il y a d'autres facteurs sur lesquels on a peu de prise, bien entendu, mais c'est pas cela qui compte, c'est ce qu'on est capable de faire avec les autres nous-mêmes. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors, on ne va pas rester sur le terrain du Vietnam quand même, parce qu'il va falloir qu'on parle un peu qu'on parle d'économie et de finances. Alors, donc on parlait tout à l'heure un peu de football. Alors, juste avant qu'on ne se lance là-dedans, Jean-Louis, je te rappelle que nous sommes dans notre émission Voyage extraordinaire dans les sciences et que notre invité d'aujourd'hui, c'est Yvon Rocabois, professeur d'économie à l'université de Rennes. Donc, je te laisse... Alors, Radio Laser est la plateforme Unidivers culturelle sur laquelle on trouvera aussi le lien avec l'émission. Alors, tu as dit tout à l'heure que il y avait du football dès le départ dans l'enfance. Et là, vraiment, dans tes travaux récents, c'est quand même des études multiples qui ont été menées sur le football. Alors, il y a un peu de baseball, mais je ne sais pas si... le baseball, il y en a un petit peu en France maintenant. Mais bon, par rapport au football... alors, il y a des choses qui... tu as travaillé sur les problèmes de compétition entre ligues, les problèmes de revenus aussi, et de budget qui sont partagés entre les clubs, etc. Tu as travaillé aussi sur l'effet d'une démission ou d'un rejet d'un entraîneur et de l'effet que ça a sur l'équipe ou pas. Alors qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a des sujets aussi où, par exemple, dans une équipe, lorsqu'il y a des différences salariales importantes, quel est l'effet que ça a sur le comportement de l'équipe? Alors, il y a beaucoup de sujets, mais on peut quand même essayer d'en évoquer plusieurs. Donc, par lequel veux-tu commencer? Sur notre nouvel entraîneur au Stade Rennais, là? Là, c'est aller dans le vif du sujet, tout de suite. Hein. Ouais, écoute, si tu veux, alors, c'est vrai que j'ai travaillé sur le licenciement des entraîneurs de foot, notamment Ligue 1 et puis en English Premier League, donc la Ligue anglaise. Et alors, la première question, c'était qu'est-ce qui va déterminer le licenciement d'un coach? Donc, sans surprise, dans 95% des cas, c'est un défaut de performance. Voilà. Dès lors qu'une équipe ne performe pas au niveau qui était escompté, on va pas demander au Havre d'être champion de Ligue 1, mais si le Havre, par exemple, est 17, 18 ou 19e, alors que normalement,
étant donné son budget, sa place aurait dû être 15e, il est possible que l'entraîneur du Havre soit licencié pour un défaut de performance. Bon, donc ça, sans surprise, lorsque une équipe sous-performe, il y a un responsable, c'est le coach. Et par conséquent, même si c'est pas vrai, ça peut être autre chose, ça peut être l'équipe, ça peut être pourquoi le président qui a pris une mauvaise décision, c'est le coach qu'on va licencier. Voilà, c'est un peu le bouc émissaire. Et la question après, c'est une fois qu'il est licencié, est-ce que l'équipe va aller mieux ? Pratiquement toutes les études statistiques montrent que non. Alors, c'est pas facile à démontrer de manière statistique, mais on a quand même une multitude de méthodes qui convergent pour dire la probabilité que le sort de l'équipe s'améliore à la suite d'un licenciement est très faible, en réalité. Donc, la conclusion, c'est le coach, il sert à quoi ? C'est une espèce de fusible, en fait. On sait pratiquement à coup sûr que le changer, ça changera probablement pas grand-chose. Alors, ça peut changer, mais en moyenne, ça changera pas grand-chose, sauf que ça va faire plaisir aux supporters, ça va protéger un peu le président, le staff, donc tout le monde sait que le coach lui-même, si ça va mal, même si c'est pas sa responsabilité, c'est lui qui va sauter. Une des réponses quand même était de dire, si une équipe sous-performe, là, le changement d'entraîneur peut jouer quand même un rôle positif. Oui, exactement. Bon, c'est vrai qu'il y a l'étude la plus récente que j'ai menée sur ce sujet est un peu moins pessimiste en réalité. C'est vrai que sur ces dernières années, sur les deux ligues, la Ligue 1 et puis la première ligue, la Ligue anglaise, on a quand même une tendance à une légère amélioration. Statistiquement, on peut montrer qu'effectivement, alors c'est sur un nombre limité de données, mais bon, il semble quand même qu'il y ait une petite amélioration de la performance à la suite du licenciement. Mais ça, ce sont des résultats qui restent à confirmer parce que la plupart des études sur des échantillons différents tendent à montrer le contraire. Alors, il y a un point qui semble aussi assez robuste, c'est que ça arrive parfois. Si vous licenciez un coach dont l'équipe avait une performance qui était plutôt bonne, dans ce cas-là, vous allez affecter la performance future de l'équipe. C'est-à-dire, changer un bon coach, ça va nuire à l'équipe. Voilà. Bon. Là encore, c'est pas contre-intuitif. Vous avez un bon cadre dans une entreprise, ça marche bien, vous allez le licencier pour une raison ou pour une autre, qui n'est pas liée à son activité, il est probable que l'entreprise elle aille un petit peu moins bien après. C'est vrai pour un coach aussi. Vous avez un bon coach, l'équipe performe bien, vous le licenciez, ça va aller moins bien après. Alors, il y a un autre aspect que dans les travaux qui ont été faits qui m'a interpellé aussi, c'est l'aspect des différences salariales dans une équipe et de l'impact que ça peut avoir aussi sur le jeu collectif, sur la puissance collective, parce que là, on est vraiment dans le football comme le rugby, dans la notion d'équipe. Ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est à la fois du sport, bien sûr, mais c'est aussi de la théorie économique. Parce que quand on parle d'un travail en équipe, parce que typiquement, le sport, c'est un travail en équipe. Vous avez des travailleurs qui travaillent tous ensemble pour obtenir quelque chose, un objectif. En l'occurrence, c'est gagner. Bon. La question, c'est dans la mesure où vous avez un travail en équipe, comment est-ce que vous rémunérez chacun des membres de l'équipe ? Parce que il est possible que chacun ait une productivité qui soit différente. Il y a des bons joueurs, d'autres un peu moins bons. Est-ce qu'il faut mieux payer le bon joueur que le moins bon, sachant que le travail, c'est quand même un travail en équipe ? Et il y a deux hypothèses qui s'affrontent, d'un point de vue économique. La première, c'est de dire il vaut mieux payer plus ceux qui sont meilleurs, parce que comme ça, il y aura une incitation à faire des efforts. Si vous rémunérez celui qui est plus productif, vous allez inciter tous les membres de l'équipe à faire des efforts pour être le plus productif possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle À première vue, oui, ça paraît presque évident. Oui, ça paraît presque évident. C'est la théorie des incitations. Oui. Davantage de rémunération, c'est aussi en conséquence davantage d'efforts, probablement. Mais vous pouvez vous dire, oui, mais attention. Si vous rémunérez plus quelqu'un dans l'équipe, il peut y avoir des problèmes de sabotage. C'est-à-dire celui qui est un petit peu moins rémunéré va dire, mais il n'y a pas de raison, on travaille en équipe,
C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu meilleur que moi, mais si je suis pas dans l'équipe, il va pas pouvoir développer ses compétences. Donc, pourquoi le rémunérer plus que moi? Ça, c'est la théorie de la cohésion. C'est-à-dire qu'une équipe avec un salaire un peu moins inégal, enfin une distribution salariale un peu moins inégale, ça va donner plus de cohésion à l'équipe et donc la rendre plus performante. Donc il y a en fait deux théories qui s'affrontent. Les incitations d'un côté, plus de rémunération c'est plus d'efforts, et la cohésion de l'autre. Moins d'inégalité salariale, c'est une meilleure cohésion et donc une meilleure performance. Alors tu abordes ces questions-là sous forme de modèles et de simulations, mais en même temps en ayant une réalité terrain. Là, c'est intéressant pour nous de comprendre un petit peu comment les choses se mettent en place. Exactement. Dans ce cadre particulier, mais qui probablement peut être plus général que ça. Alors, dans ce cadre particulier, comment tout ça se met en musique? Ça, c'est des modèles d'économie du travail. Très bien. Mais là, ce sont des hypothèses. Donc, l'idée, après, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut tester cette hypothèse? Est-ce qu'on a un moyen de vérifier l'une contre l'autre? Si vous allez chez Citroën, vous allez sur la chaîne, vous dites un travail d'équipe. Bon, comment est-ce qu'on va tester ça? Il faut avoir des données, c'est compliqué. Le sport, ça, c'est un domaine qui est particulièrement intéressant pour ça. Vous avez toutes les données possibles. C'est une espèce de laboratoire. Toutes les données possibles, vous connaissez les objectifs, vous savez qui va gagner, qui va perdre, les moyens qui sont mis en œuvre pour faire fonctionner l'équipe. Vous avez tout. Donc vous pouvez isoler certains facteurs en disant, on a des techniques statistiques qui nous permettent de dire, toute chose égale par ailleurs, voyons quelle incidence aura par exemple cette variable sur la performance. Donc là, avec le sport, on peut se dire, essayons d'isoler l'aspect salarial. Est-ce que le salaire a une incidence sur la performance et de quel type d'incidence ou quel type de modèle ce qu'on va observer va confirmer. Et là, c'est ce qu'on a fait avec le baseball aux États-Unis. On fait ça avec des collègues australiens. On avait plus de 2 millions de résultats de matchs de baseball sur le championnat américain sur une vingtaine d'années. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Et on a pris donc ces 2 millions de résultats. On avait toutes les données salariales sur comment étaient rémunérés les joueurs, donc quelle était la masse salariale de l'équipe, comment étaient rémunérés les joueurs, etc., etc., etc. Et on a testé ces deux hypothèses. L'hypothèse d'incitation, c'est-à-dire quand vous avez une équipe dont la distribution des salaires est inégale, vous allez payer beaucoup plus la star et un petit peu moins les autres, et puis des équipes où la distribution est beaucoup plus égalitaire, il n'y a pas vraiment de stars. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'à masse salariale constante, prenez deux équipes, même masse salariale, l'équipe dont la distribution des salaires était un petit peu moins égalitaire, il y avait une star, et puis les autres étaient moins performantes. Ici, d'une certaine manière, on confirme l'idée que la cohésion dans une équipe, c'est-à-dire une distribution salariale qui n'est pas trop inégalitaire, ça va donner de la force à l'équipe. L'équipe va être plus performante qu'une équipe à masse salariale constante. C'est-à-dire stock de talents à peu près identique, dans laquelle vous avez une star et les autres. On appelle des grenouillots là, qui travaillent pour la star. Ça, c'est moins bon du point de vue de la performance de l'équipe. C'est le sport qui permet de tester ça. C'est impossible dans d'autres domaines de pouvoir tester cette hypothèse. Et parce qu'en plus, il y a une visibilité, en fait, publique, puisque les matchs, par définition, sont un spectacle. Exactement, exactement. Et cette étude, alors, qui date de quelques années, peut-être une dizaine d'années, elle a eu un certain retentissement aux États-Unis parce que, évidemment, le baseball, c'est un sport très populaire, il y a beaucoup d'argent, il y a aussi des paris sportifs qui sont donc... l'idée d'avoir une étude avec beaucoup de données qui peut montrer que masse salariale constante, la cohésion, distribution des salaires un peu moins inégalitaire, c'est bon pour la performance. C'est un résultat qui a été pas mal médiatisé. Mais quelque part, c'est rassurant aussi, peut-être, non, d'entendre ça, parce que ça veut dire que on peut être très très bon tout en n'étant pas des stars, quelque part. Donc, ouais. Alors, est-ce que bel enseignement, ça, je trouve, moi.
Oui. C'est peut-être un peu le drame du PSG d'ailleurs, ces dernières années. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Est-ce que, oui, la star, la star, c'est quelqu'un qui joue quand même un peu mieux que les autres, ou beaucoup mieux, mais on lui sert la soupe aussi en même temps. Enfin, je ne sais pas, moi je suis pas un grand spécialiste du foot. Tu n'as jamais joué au football? Si, mais alors à un niveau très... J'étais goal, moi, parce que voilà, le goal, il était un petit peu plus peinard, sans doute, et, moins habile pour dribbler. Enfin, non, j'ai très peu joué au foot, en fait. Alors, une autre étude qui a été faite concerne les aspects interligues au niveau européen. Je pense que c'était du football, là. Et aussi les stratégies nationales par rapport à une stratégie internationale. Ouais. Tu peux nous en dire 2 mots, un petit peu des conclusions de ces études? Oui, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant et d'un peu singulier dans le monde du sport. C'est toujours le football dont on parle, mais le football européen, avec les ligues de foot, il y a 5 ligues en Europe qui sont des ligues majeures, même au plan mondial. Hein. Les 5 ligues européennes de football font partie des 12 ligues les plus riches de sport, les plus riches au monde. Alors, il y a le football américain, il y a le basketball, il y a le baseball, il y a le hockey, par exemple aux États-Unis, mais très vite arrive la ligue anglaise, English Premier League, la Bundesliga, la ligue allemande, la Liga, la ligue espagnole, la Serie A en Italie, et la Ligue 1. Donc c'est des ligues qui sont très riches, mais c'est des ligues qui ont des revenus très différents. Notamment l'English Premier League, c'est à peu près 8 milliards de revenus. Si on prend la Ligue 1, c'est à peine 2 milliards. Donc l'English Premier League est en gros 4 fois plus riche que la Ligue 1. Ce qui veut dire qu'une équipe moyenne en Première Ligue est 4 fois plus riche qu'une équipe moyenne de Ligue 1. Ça veut dire que l'équipe moyenne de Première Ligue a 4 fois plus de talent, en gros stock de talent, que l'équipe moyenne de Ligue 1. Et ça pose des problèmes, parce que évidemment il y a la ligue domestique, il y a le championnat, mais aujourd'hui ce qui compte aussi beaucoup, c'est une compétition qui est au-dessus des ligues nationales, c'est les compétitions européennes. Et ce qui donne de la valeur à une ligue, c'est évidemment la qualité de la ligue en soi, mais c'est aussi la performance de l'équipe qui va représenter la ligue au niveau européen. Si la Ligue 1 est peut-être a une certaine attractivité depuis peu, c'est grâce au PSG qui va donner une espèce de réputation internationale à la Ligue 1. Mais il y a toujours cette très forte inégalité en termes de revenus entre la Ligue 1 et l'English Premier League. Alors quel problème ça pose ? Eh ben, ça pose le problème notamment de la répartition des droits de télé. Parce que les droits de télé, c'est à peu près aujourd'hui 50 à 60% des revenus des équipes de Ligue. Alors, que ce soit en Ligue 1, quelle que soit la Ligue, c'est entre 50 et 60%. Donc c'est un revenu majeur pour une équipe de foot professionnelle. Et ces droits TV là sont négociés au niveau de la Ligue. C'est la Ligue 1 par exemple, ou l'English Premier League, donc le government body, comme ils disent, c'est-à-dire le gouvernement de la Ligue, qui va négocier ces droits auprès des diffuseurs. Et une fois que les droits sont négociés, ensuite ils sont répartis entre les équipes selon une clé de répartition qui est définie par la Ligue. Et le problème de la Ligue, c'est un problème qui est épineux, parce que il y a une espèce d'arbitrage. La Ligue se dit, bon, il faut que j'ai une compétition qui soit équilibrée. Parce que ça donne de la valeur à un championnat. Le fait que on ne sache pas exactement qui va remporter, qui sera relégué, etc., ça va être attractif pour les fans. Donc il faut avoir une compétition qui soit le plus équilibrée possible. Donc idéalement, répartir les droits TV de façon à ce qu'on puisse rendre la compétition assez égalitaire. Donc des revenus pour les clubs qui soient pas trop éloignés. Ça, c'est la première chose. Mais le problème, c'est que vous souhaitez aussi avoir, au niveau européen, un représentant qui soit fort.
Donc un représentant qui ait beaucoup d'argent. Donc la tension, elle est là, quoi. Il faut avoir une ligue qui soit à peu près équilibrée, mais aussi avoir un représentant qui soit fort, c'est-à-dire un représentant qui ait beaucoup de revenus. Donc les ligues, ils sont... Alors, ça pose pas de problème pour l'English Premier League, parce que de toute façon, ils sont riches. Donc même avoir un championnat équilibré en Angleterre, c'est de toute façon avoir un club au niveau national qui sera performant. Donc l'English Premier League, pas de problème. Ils ont un championnat qui est très intéressant. Il y a toujours 5, 6, 7 équipes qui peuvent prétendre au titre, ce qui n'est pas le cas en France, évidemment. Donc ça donne de la qualité à la Ligue. Et puis en plus, ils savent très bien qu'au niveau européen, ils seront performants parce que ces équipes sont riches. Et donc, pas de problème. Sauf qu'en France, il y a toujours cette tension. Il y a toujours des clubs, y compris des clubs comme Lyon, Marseille, qui râlent sur la distribution des droits télé parce qu'ils souhaiteraient que ils puissent percevoir un petit peu plus d'argent pour être un petit peu plus compétitifs au niveau européen. Mais la Ligue, d'un autre côté, dit non, je ne peux pas favoriser et donc déséquilibrer trop mon championnat national, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Déséquilibre, et puis les petites équipes vont peut-être dire à un moment, on fait scission. C'est toujours les mêmes qui gagnent, ils sont 2-3, là, puis nous, on est derrière à la ramasse, donc on fait scission. Ça peut aller jusque-là, une scission. Absolument. Oui. Oui. Il y a les craintes avec la Super League, c'est-à-dire ce championnat-là qui était une proposition qui a été faite. Qui s'est mis en place cette année non, c'était l'autre projet avec les Espagnols. C'était les clubs, entre les dirigeants de clubs. Une ligue fermée au niveau européen, oui. Avec quelques clubs. Alors il y avait le PSG, Marseille en France, notamment des clubs espagnols, anglais évidemment, qui voulaient constituer une ligue fermée. Les autres clubs de Ligue 1 ont dit très bien, si vous voulez faire ça, allez-y, mais vous ne jouerez pas avec nous. Donc là, il y avait un risque de scission au sein de la Ligue 1. Et ça, c'est lié à cette tension-là, et donc à cette compétition entre les ligues européennes. Et ça, on sent bien l'intuition, mais c'est un problème qu'on peut formaliser d'un point de vue mathématique, si vous voulez, c'était un peu ça l'idée. Oui, tes propos, là, sur des sujets quand même très différents, font penser à des modèles plus généraux, finalement, qui pourraient s'appliquer ailleurs, et je crois que ça a été fait sur le plan politique aussi, sous les formes de... Parce que là, on parle de modèles et d'hypothèses, et puis de tester des hypothèses sur quel est le régime optimal dans tout ça, où se trouve le point d'équilibre, etc. Mais sur le plan politique, je crois qu'il y a une étude aussi qui a été faite sur des problèmes de coalition politique. Le rapprochement est trop direct par rapport à ce que tu as évoqué pour le sport, ou au contraire, il y a quand même des similitudes assez fortes. Oui, ces similitudes sont très fortes. En fait, c'est le même corpus théorique, c'est les mêmes techniques qu'on utilise, c'est simplement l'habillage qui change un peu, mais le raisonnement, c'est ce qu'on appelle de la théorie des jeux. Tu peux en dire quelques mots ? Oui, la théorie des jeux, notamment non coopératifs, c'est un corpus qui a été développé, initié par un chercheur américain dont vous avez peut-être entendu parler, qui a reçu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, qui s'appelle John Nash. Il y a eu un biopic sur John Nash qui s'appelle Un homme d'exception, je crois, Beautiful Mind. En anglais, dont l'acteur qui jouait John Nash, c'est Russell Crowe. Et donc c'est l'histoire de ce mathématicien qui était aussi schizophrène, qui a fait toute sa carrière à Columbia, je crois, et qui avait, alors c'est très bien dit dans le film, qui avait des périodes où il travaillait beaucoup. Alors, il était un peu déçu parce qu'il n'avait pas eu la médaille Field, je crois, alors qu'il y prétendait. Bon, il a eu un lot de consolation avec le prix Nobel d'économie, mais ça n'avait pas l'air de l'intéresser beaucoup. Mais en tout cas, c'est très très bien dit dans le film. Et on voit ce type-là qui avait des périodes où il travaillait, et puis des périodes qui étaient relativement longues où il était dans son délire schizophrénique. Et donc ce type-là, pour John Nash, pour un économiste, ça a été
parmi les travaux qu'il a réalisés, ceux qui ont aidé les économistes à développer leur théorie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la théorie des jeux non coopératifs, qui permet d'étudier les interactions stratégiques entre joueurs qui ne coopèrent pas. Donc, chaque joueur a ses propres objectifs qui sont pas forcément alignés avec les concurrents et par conséquent développent leur propre stratégie. Et bien souvent, la conclusion de ce type d'interaction stratégique, c'est que l'équilibre, qu'on appelle aujourd'hui l'équipe de Nash, est un équilibre qui est sous-optimal. C'est-à-dire qu'on arrive à des décisions qui ne sont pas des décisions idéales si les joueurs avaient coopéré un peu. Typiquement, c'est des problèmes auxquels on fait face tous les jours. Je sais pas, moi, si, par exemple... on est dans un quartier et puis on se dit tiens, le quartier serait chouette qu'il soit éclairé la nuit. Donc on se pose la question de mettre en place un réverbère dans la rue. Le réverbère, c'est un bien public, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été monté, le réverbère, il va éclairer toute la rue, ceux qui l'ont financé bien sûr, mais aussi ceux qui ne l'ont pas financé. Donc la question, si c'est pas le maire qui prend la décision, mais si c'est les gens qui habitent dans le quartier, la question c'est de se dire, moi j'habite dans le quartier, je vais me dire, j'aimerais bien que ma rue soit éclairée, je pense que le voisin aussi, donc si le voisin pouvait financer ça, moi je vais en profiter sans avoir à mettre la main à la poche. C'est typiquement le passager clandestin. L'équilibre, finalement, si on adopte tous cette stratégie, je suis d'accord pour avoir cet éclairage, mais c'est le voisin qui va le financer, alors qu'on aimerait tous qu'il y ait un éclairage, finalement, l'équilibre, ce sera, la rue ne sera pas éclairée la nuit, puisque personne ne prendra la décision, tu vois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des interactions stratégiques, avec un équilibre, il n'y aura pas de réverbère, parce que j'ai toujours envie d'avoir ça, mais c'est le voisin qui financera. Il n'y aura donc pas de réverbère. Et alors que tout le monde aimerait avoir une rue éclairée et accepterait de financer pour ça. Mais voilà, ça c'est les interactions stratégiques typiques, non coopératives. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Ton exemple, et à mon avis, est très pédagogique. Oui, c'est très, très concret. Alors, je rappelle quand même que nous sommes, Jean-Louis et moi, dans l'émission Un voyage extraordinaire dans la science, et que notre invité d'aujourd'hui, c'est Yves Rocabois, qui est économiste, professeur d'économie, et qui, sur une matière qui peut paraître peut-être un peu rébarbative à nos auditrices et à nos auditeurs, a l'art de nous présenter des choses extrêmement concrètes, extrêmement simples. Et je sais pas, moi je me sens un peu plus éclairé en économie à t'entendre, Yvon. Merci. Alors, Félix, Alors, il nous reste un quart d'heure. Ah, donc ça va donc. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Sur le plan politique, donc, avec ces simulations, ces théories, ces hypothèses, on est aujourd'hui dans une situation où il y a une fragmentation très forte au niveau de notre Assemblée nationale. Est-ce que ça, par exemple, c'est une situation qui pourrait être modélisée avec les outils que tu as développés sur d'autres secteurs que celui-là? Oui, tout est modélisable en fait. Il s'agit simplement de comprendre les objectifs des acteurs et puis leurs contraintes, et on peut proposer un modèle. Alors la situation d'aujourd'hui, c'est effectivement délicate. Et est-ce qu'on va vers un système non participatif, c'est-à-dire comme pour le lampadaire, avec finalement pas le lampadaire du tout d'ailleurs, ou est-ce qu'on peut espérer quand même avoir un lampadaire quelque part? Ouais, c'est compliqué. Alors on a des modèles qui nous
permettre de comprendre comment se forment les coalitions politiques. Par exemple, il y a un modèle qui est bien connu, ce qu'on appelle le modèle de l'électeur médian. En démocratie, forcément, il y a une espèce d'électorat qui va d'une certaine manière dicter ses préférences à la communauté ou à la collectivité, c'est l'électorat médian. Et si on s'écarte un peu du choix médian, il y aura toujours le médian qui pourra se coaliser avec la droite, par exemple, si on s'écarte un peu des aspirations médianes par la gauche, ou qui pourra se coaliser avec la gauche si on s'écarte des aspirations médianes par la droite. Donc il y a toujours ce médian là qui est une espèce de dictateur. Alors c'est pas une dictature assumée, mais il a une dictature de position. Il a des aspirations médianes qui fait que il va être capable, en se coalisant par la droite ou par la gauche, de dicter ses préférences à la collectivité. Bon, là en l'occurrence, le modèle s'applique très bien d'une certaine manière, parce que là, on a effectivement un gouvernement qui est un gouvernement médian, qui peut se coaliser par la gauche si jamais l'électorat pense qu'on va trop par la droite, ou qui peut se coaliser encore une fois par la droite si on penche trop à gauche. Mais la situation elle est là. C'est un médian et le médian aujourd'hui il est très fragile parce que il y a deux positions un peu plus extrêmes, à droite et à gauche, qui sont avec lesquelles c'est parfois difficile de se coaliser. C'est difficile aujourd'hui pour le gouvernement de dire je vais plutôt pencher vers Marine Le Pen et le Rassemblement National, parce que je sens qu'il y a des aspirations qui penchent plutôt à droite, ou bien vers l'autre partie de gauche, parce que là encore, peut-être c'est un peu trop à gauche. Ce qui manque probablement, c'est des partis de droite et de gauche un peu plus modérés, avec lesquels les aspirations médianes puissent se coaliser. Voilà, c'est aujourd'hui, à mon avis, la difficulté. Mais enfin, Donc là, on est en attente, de toute façon, et il n'y a pas d'autre choix pour nous que d'être en attente. Alors, ça nous permet d'arriver à un autre aspect qui... Alors, il y a des termes là qui sont un peu compliqués à comprendre dans tes travaux. C'est externalité fiscale horizontale et verticale. Et on en parlait tout à l'heure. Peut-être que pour essayer de comprendre ça, le département est peut-être un bon élément aussi d'exemple, un bon exemple à prendre. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment évidemment de tout ce qui est autour du budget. Oui. Et non seulement pour le budget de l'État, mais le budget qui concerne évidemment tous les ministères, mais aussi les budgets départementaux. Oui. Où là, les réactions sont quand même vives par rapport aux réductions qui sont demandées. Alors, est-ce qu'on peut comprendre un peu les logiques qui sont derrière ça et pour mieux les saisir, quoi? Alors, on peut comprendre la situation délicate et récurrente dans laquelle se trouvent les départements aujourd'hui. Cette situation, c'est-à-dire des départements qui sont, pas dire en faillite, mais qui ont des difficultés financières majeures, cette situation, elle existe depuis la décentralisation, c'est-à-dire depuis le début des années 80. De manière récurrente, on a eu des départements en crise. Alors, pourquoi ça ? Les économistes, ceux qui s'intéressent à ces questions, disent qu'il y a alors en anglais, c'est une littérature anglo-saxonne, vertical imbalance, c'est-à-dire un déséquilibre vertical. Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement ? On va confier, là en l'occurrence au département, des responsabilités dans le domaine de l'action sociale. Donc des dépenses qui sont très sensibles à la croissance économique, c'est-à-dire que quand vous avez une situation de crise économique, forcément il y aura plus de chômeurs, forcément il y aura plus de gens qui seront dans le besoin, donc des demandes d'aide sociale qui seront plus importantes. Et dans ce cas-là, on va mettre les départements à contribution. Il va falloir venir en aide à tous ces gens-là. C'est de l'action sociale,
c'est leur responsabilité. Et en contrepartie, quand on a décentralisé ces responsabilités, on a aussi décentralisé des ressources, mais elles-mêmes, ces ressources sont très sensibles à la croissance économique, notamment les droits de mutation dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire cet impôt que vous payez à chaque fois que vous êtes dans une transaction immobilière. Vous achetez une maison, vous allez payer une taxe, qu'on appelle les droits de notaire. En réalité, c'est des impôts. Ça ne va pas dans la poche des notaires, ça va dans la poche des départements. Ces droits de mutation, là, ils sont très abondants quand la situation économique est favorable, et ils se réduisent comme peau de chagrin en situation de crise. Donc vous avez là un effet de ciseau, vertical imbalance, un déséquilibre entre des recettes qui vont diminuer très fortement en période de crise, ces droits de mutation, on achète moins de maisons, et puis ces dépenses qui vont augmenter, parce que c'est des dépenses sociales, d'aide aux personnes âgées, d'aide aux personnes handicapées, et donc à un moment, il y a une tension qui est tellement forte que le département, il peut plus. Donc il est en situation de faillite, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande de l'aide à l'État. Comme le département, de toute façon, ne peut pas être en faillite, too big to fail, comme on dit, trop gros. Ils sont obligés, je crois, d'être en équilibre tout le temps, d'ailleurs, non ? Oui, dans normalement. Les votes de budget. Absolument. Les départements, comme n'importe quelle collectivité locale, ils sont obligés de dégager ce qu'on appelle une épargne brute, c'est-à-dire un excédent de fonctionnement. Autrement dit, les dépenses, les recettes sur le fonctionnement doivent être supérieures aux dépenses d'un règlement prudentiel, ce qu'on appelle des ratios prudentiels. Voilà, mais là, quand vous avez des dépenses, notamment les dépenses sociales, qui sont très importantes, des recettes qui, elles, pour une raison qui n'est pas de votre fait, se réduisent, vous ne pouvez plus dégager d'excédent. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites appel à l'État qui, de toute façon, va vous aider, c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, là, c'est une mécanique qui est impitoyable, je dirais, quasiment, avec ces deux mécanismes qui s'ajoutent. Ouais. Alors, on parle toujours, après, des emplois, de réduire les dépenses, etc. Mais là, on est à la marge par rapport au grand phénomène que tu évoques. Là. Oui, bien sûr. Alors, en plus, le problème, c'est que ce mécanisme, il est exactement inversé en période de croissance économique. C'est-à-dire moins de dépenses sociales, plus de recettes fiscales, plus de transactions immobilières, etc. Donc, on a des départements qui passent de phase d'euphorie, avec en situation de croissance, à des phases de dépression lourde quand on est en situation comme aujourd'hui où l'activité économique est moins bonne. Donc ce qui crée des instabilités, je pense que pour un président de conseil départemental, le job il est terrible, quoi. Bon, là dans les études, dans les projets que tu as en cours, il y a le projet européen peut-être, des projets internationaux en dehors du Vietnam dont on a parlé tout à l'heure. Sur quel projet actuellement, en dehors du football, enfin, ça peut être évidemment sur le football aussi, sur quel projet ton équipe travaille en ce moment ? Alors, on travaille actuellement sur un projet justement de réforme de la fiscalité locale, notamment ces problèmes d'inadéquation entre les recettes fiscales, ou plus généralement les recettes des collectivités territoriales, d'une part, et puis les fonctions qu'elles sont obligées d'assumer. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on n'aurait pas possibilité d'essayer d'imaginer un système fiscal local qui soit un petit peu plus efficace ? Quel type de réforme on devrait faire pour rendre le système fiscal local un peu plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui ? Parce que depuis... Non seulement efficace, mais robuste aussi aux différentes situations économiques. Exactement, stable, et puis un peu moins contraignante pour les collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, vous avez, depuis quelques années, vous savez, on a supprimé la taxe professionnelle, qu'on a remplacée par un impôt,
qui n'est pas très satisfaisant. On a supprimé la taxe d'habitation, qu'on remplace par des subventions, etc., etc. Donc, l'autonomie fiscale locale s'est terriblement amoindrie. Les collectivités locales, en termes de recettes, ont très peu de liberté dans le fond. Donc, ça crée des contraintes énormes sur les finances locales, qui est source d'inefficacité. Parce qu'un système efficace, c'est quoi ? C'est des gens qui sont responsables, donc des gens qui vont prendre des décisions, et des gens qui sont aussi capables de financer ces décisions. Parce que là, on dit aux collectivités locales, répondez aux aspirations locales, prenez des décisions pour vos administrés, mais pour le financement, vous verrez ce qu'on vous donnera, en gros, puisque désormais, c'est principalement des subventions. Donc en gros, quoi que vous fassiez, vous recevrez plus ou moins la même somme d'argent. Donc c'est très peu efficace. Et ce type de projet est financé par quel organisme ? Alors, par l'Agence nationale de la recherche, par exemple ? Alors oui, il y a différents types de financement. Ça peut être l'ANR, ça peut être là, en l'occurrence. La région aussi peut éventuellement ouais, alors aider. C'est le ministère de l'Intérieur qui finance aussi ce type d'études. Alors, ça peut être aussi, pas cette fois-ci, mais des études qui sont financées par des organismes internationaux comme l'OCDE, travailler pour l'OCDE sur des problèmes de finances locales. Notamment au niveau national, mais aussi... L'OCDE s'implique beaucoup dans des projets de recherche dans différents pays. Oui, alors... Ou sous forme plutôt de projets internationaux avec différentes entités venant de pays différents. Ouais, ça peut être ça. L'OCDE... Mais ça peut être aussi ponctuel. Oui, exactement. J'ai fait pas très longtemps une étude financée par l'OCDE sur le Luxembourg. Et donc on était 2 à travailler sur les finances locales du Luxembourg. C'est une espèce d'évaluation du processus de décentralisation là-bas. Et on a... Quand on regarde comme ça différents systèmes d'organisation, on en repère quand même quelques-uns qui ont des facettes plus efficaces ou plus robustes que le nôtre, par exemple. Oui. Il y a un modèle qui est un modèle très particulier européen, c'est le modèle suisse. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail. Est-ce que c'est parce qu'il est fédéral ? Alors, est-ce que le côté fédéral joue un rôle là Oui, exactement, le côté fédéral et notamment la grande liberté qu'ont les cantons. De s'organiser eux-mêmes, exactement, de gérer eux-mêmes. Absolument. Donc c'est des systèmes qui sont extrêmement démocratiques, y compris système de votation. On peut voter à peu près sur n'importe quoi, mais c'est des systèmes qui sont extrêmement responsabilisants aussi. On prend une décision, la finance. Donc ça crée de l'efficacité. Forcément, ça crée de la disparité aussi, parce que... Oui, les cantons sont pas aussi... Enfin, tous sont pas riches. Exactement, exactement. Mais la fédération met en place des systèmes de péréquation qui visent quand même à réduire les inégalités entre cantons. Mais il y a quand même au niveau cantonal un modèle d'efficacité économique en termes de décision publique qui est assez intéressant. Un dernier mot, Yvon, pour les jeunes. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre comme message par rapport à ta trajectoire et par rapport à ce dont tu rêves aujourd'hui encore ? Alors pour les jeunes, moi c'est plutôt un conseil en termes de structure intellectuelle. Ayez une vision scientifique des choses. Ne vous laissez pas polluer par des paramètres externes au raisonnement scientifique, à la raison. Voilà, ça me semble être, je pense, c'est le conseil que je donne à mes enfants. Vous savez, les réseaux sociaux, ces fake news, toutes ces choses-là. Vous avez un problème, essayez de raisonner de manière scientifique au problème qui vous est posé. Et peut-être que vous aurez une réponse qui sera aussi une réponse positive. Positive. Écoute, merci beaucoup Yvon.
Félix. Merci Yvon, merci Jean-Louis. Notre émission donc sera aussitôt diffusion, présentée en podcast sur le site de Radio Laser et donc fera l'objet d'un article aussi sur le site Unidivers. Voilà, au revoir Yvon, merci beaucoup. Merci pour ce moment qui nous a éclairé sur pas mal de choses qui traversent et parcourent notre société aujourd'hui. Exactement. Merci Jean-Louis, merci Félix.